Eh bien alors, bonjour à tous, bienvenue à cet Art Café qui est organisé donc depuis maintenant, les Art Cafés sont organisés depuis 1 an et demi par le réseau qui s'appelait RESAD et qui maintenant s'appelle Arca Sud. Donc ceux qui ont connu RESAD, et ben voilà, on est devenu Arca Sud. Donc ces petits instants, enfin cette petite heure qu'on passe autour d'un sujet en visio, ça a été mis en place donc, dans les suites du Covid où on a lancé des choses en visio, mais on les continue parce que ça permet comme ça d'avoir un moment ensemble autour d'un sujet bien précis. Et donc, ce qui était au départ diffusé sur le Vaucluse, parce que Rezad était vauclusien, était diffusé sur la région, mais avec maintenant des personnes qui se branchent à ce moment et qui viennent de toute la France et même peut-être du monde entier, sait-on jamais. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est que cette séquence va être enregistrée et du coup après sera éventuellement revisionnable sur le Facebook de Arca. Voilà. Donc aujourd'hui, addiction et... Enfin, non, c'est handicap et addiction. Donc, on peut prendre les choses dans les deux sens. C'est un sujet qui, de toute façon, pose des questions. Parce que, effectivement, il y a des problématiques qui sont posées chez toutes les personnes qui ont des handicaps et qui ne sont pas facilement, je dirais, où il n'y a pas des réponses faciles. L'addiction, c'est pareil, les réponses ne sont pas faciles, donc moins par moins, ça fait plus, paraît-il. Mais je pense que c'est pas toujours vrai que moins par moins, ça fait plus. Donc c'est pour ça que comme on est, je pense, pour beaucoup d'entre nous, pas très à l'aise sur ce sujet, on accueille trois intervenants qui sont Jean-Paul, Dominique et Christine, qui vont au fur et à mesure se présenter. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on leur laisse 3 quarts d'heure, qu'on ferme nos micros pendant 3 quarts d'heure. Ils se débrouilleront pour intervenir. Vous notez vos questions, éventuellement vous les posez par le chat et puis je les répertorierai. On a déjà eu un certain nombre de questions qui ont été posées à l'inscription. Ces questions, on leur avait envoyées, donc je pense qu'ils vont répondre en partie de toute façon à toutes nos interrogations. Et si ce n'est pas le cas, on finira par les titiller jusqu'au bout pour avoir peut-être certaines réponses. Voilà, et alors je coupe moi aussi mon micro et je vous laisse la main. Alors, moi, je réactive mon micro et je prends la parole alors. Bien, écoutez, bonjour à tout le monde. Merci de cette invitation. Je dois reconnaître que je n'avais pas tout compris, hein. Je croyais que je venais tranquillement papoter avec des collègues, ce qui va être le cas in fine, hein. Voilà. Un peu de présentation. Donc, je suis Jean-Paul Bogne, je suis médecin addictologue, pas mal d'années, et j'étais surtout médecin coordonnateur du réseau, les réseaux qui, dans les années 90, ont vu le jour dans les villes, puis dans les départements, puis dans les régions. Et avec les grandes régions, je me suis retrouvé médecin coordonnateur du réseau qui prenait toute l'Occitanie, ce qui, avec mon grand âge, faisait quand même loin. Et donc, je ne suis plus que maintenant coordonnateur de Addiction France sur le 31. Et voilà. Alors, ça, c'est pour la présentation. Il se trouve que dans le réseau, nous organisons tous les ans une journée régionale qui regroupe tous les professionnels de l'addiction et nous choisissons un thème. L'avant-dernier thème était femmes et addiction, ce qui m'a permis de faire la connaissance de où est-elle de Christine. Et cette année, nous avions choisi en 2022 le sujet handicap et addiction, ce qui m'a permis de découvrir Dominique
et c'est elle qui me dit, viens ici, parce qu'il y a un café où on parle d'handicap et d'addiction. Voilà. Je n'ai pas des compétences particulières, à part qu'on a pas mal réfléchi dans la mise en place de cette journée régionale, de savoir comment handicap et addiction fonctionnaient ensemble, quelle collusion il y avait et quelle problématique se posait. Et c'est quand on a commencé à faire des petits comités scientifiques pour en faire le sujet, qu'on a vu à quel point c'était vaste, tellement il y a d'handicaps différents, d'addictions différentes, je ne vous l'apprendrai pas, mais vous croisez le nombre de handicaps et le nombre d'addictions et vous vous retrouvez avec une espèce d'imbroglio très difficile à prendre. Vous y mettez là-dessus des professionnels qui ont beaucoup de bienveillance et beaucoup de professionnalisme, mais qui malheureusement sont complètement démunis avec l'addiction qui se pointe dans les centres ou dans les ESAT, puisqu'on a pas mal travaillé sur les ESAT, et qui mettent vraiment en difficulté les professionnels d'encadrement et d'accompagnement de ce public. Vous mettez vous mettez un peu d'alcool et vous mettez des problématiques de non-compréhension dans l'échange, comme le problème des sourds que Dominique va exposer, et on comprend encore plus la problématique. Donc, nous avons quand même mené à bien cette journée régionale, en mettant d'abord une place de où en est le handicap et où en est la situation de handicap et addiction. Eh bien, on s'aperçoit que c'est encore plus difficile, tellement les représentations pour lesquelles nous nous battons, nous professionnels de l'addiction, bien entendu, qui sont connus, je ne vais pas vous refaire le schéma, mais dans le handicap, c'est encore pire, parce qu'on se heurte à deux problèmes. Un, c'est les pauvres, par exemple, pour le tabac, quoi. Les pauvres, ils ont que ça, donc on va quand même pas leur enlever. Donc, on a désigné des populations qui ont le droit de mourir des effets du tabagisme, parce qu'il faut quand même pas les emmerder. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est par contre la consommation de produits psychoactifs autres que l'alcool et le tabac qui sont un peu tolérés. Mais alors là, c'est presque un déni de la part des encadrants de dire qu'il rentre des produits psychostimulants, de la cocaïne ou autres dans les centres. Au niveau des éducateurs, alors là, mais que faire, d'un jeune ou d'un patient, enfin, d'un résident qui est alcoolisé ou qui est sous l'effet des produits, avec notamment le cannabis, qui pourtant a des propriétés vachement apaisantes quand on présente pas mal de formes d'handicap difficiles. Donc, que faire avec ça? En plus, c'est interdit. Enfin, bref, cet imbroglio est revenu souvent. Et donc, les conclusions qui sont venues, c'est que vraiment, nous, réseau, et je pense que je ne sais pas comment vous travaillez ou quels sont vos projets ou vos champs d'action, mais la formation des professionnels du handicap aux addictions est absolument indispensable, parce que les notions de réduction des risques que nous commençons à bien posséder tous, quand même, on a vachement progressé, on ne parle plus de soins ou de réduction des risques. Hein. Je pense qu'en addicto, on a fait d'énormes progrès de compréhension et d'intégration de cette notion. Expliquer la réduction des risques dans le milieu du handicap est une chose très difficile, mais qui pourtant bénéficie très directement aux usagers. Voilà, donc moi, je suis venu un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que j'avoue, j'avais oublié le rendez-vous, et heureusement que Christine me l'a rappelé
vendredi dernier. Donc, bon, j'arrive comme ça, au saut du lit, et je partirai à 9 heures parce que j'ai du boulot. Mais je préfère participer au débat que de vous faire un topo. Voilà, je suis pas expert, mais je suis témoin de ce qu'on a travaillé tous ensemble. Et je vais passer la parole à Dominique, qui, elle, le vit au quotidien et dont son expérience a été très utile pour comprendre pas mal de choses. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Dominique Florence Repessé. Je suis patiente experte addiction et je participe au groupe Addiction Sourd depuis 2020, qui est piloté par le docteur Jean Dagron, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est j'aime bien dire ça, le docteur Schweitzer des sourds. C'est lui le fondateur de la première unité de soins sourds, enfin on appelle ça maintenant l'ESS, à la Pied-Salpêtrière. Aujourd'hui, en France, il y a 25 unités capables d'accueillir, ce sont des unités de médecine généraliste qui sont capables d'accueillir des patients sourds. Ce que j'appelle patients sourds, ce sont des personnes qui ne s'expriment que par la langue des signes. Alors, en général, pour faire mon petit effet, je commence mes interventions en signant. Là, je m'en dispense parce que vous ne verrez pas mes mains. L'écran est trop petit. Et en posant la question aux médecins, aux personnes soignantes qui sont en face de moi, en langue des signes, en leur disant, voilà, je suis alcoolique, j'ai besoin de soins, j'ai besoin de vous. Et évidemment, j'ai le droit, en face de moi, à un silence soit consterné, soit un peu à l'état de panique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'on est censé faire. De toute façon, on n'a pas compris ce qu'elle nous dit. Voilà, alors, je vais commencer par une proposition. Le sujet des soins sourds, et plus particulièrement des besoins en addiction, il est à la fois minoritaire par le nombre de sourds en France. On pense qu'il y a à peu près 300 000 personnes sourdes. Moi, je suis malentendante appareillée, je suis bilingue, et là j'utilise le registre vocal pour m'adresser à vous. 300 000 personnes. On a fait, alors à la louche, parce qu'on n'a pas les moyens de faire une étude au sens scientifique du terme, on estime la population sourde en situation d'addiction, quel que soit l'âge, à peu près à 5 000 personnes, ce qui est quand même pas rien, et qui est pas rien dans la mesure où on ne sait pas y répondre. Hein, voilà, on parlait des moins plus moins. Alors là, je rajouterais un troisième moins, voire un quatrième. C'est une situation assez catastrophique. Donc, la première suggestion que je voulais vous faire, c'est qu'à l'issue de cette heure, de ce petit déjeuner, vous puissiez, par exemple, via Bernard Bertrand, me recontacter. Voilà, je lui laisserai, j'ai un mail qui est dédié à la question des soins sourds, pour que si vous souhaitez plus d'informations, si vous souhaitez des documents, voilà, on est trois intervenants et je ne vais pas monopoliser la parole. Vous donner, voilà, essayer de vous guider, si vous posez des questions, il faut prendre du temps sur cette question et je peux vous envoyer des documents et voilà, et on peut dialoguer. Donc, où en est la situation à l'heure actuelle? Frôlant la catastrophe, je dirais, humanitaire. Donc, il existe aujourd'hui, et c'est bien, j'avais fait un comparatif avec le nombre d'hôpitaux publics, donc susceptibles d'accueillir une unité d'accueil de soins sourds, 25 unités, et je crois je sais plus la proportion par rapport au nombre, je ne parle pas du privé, mais dans le public, de la capacité d'accueil des personnes sourdes, elle est tout de même infinitésimale. Il n'existe en France
aucun secteur en addictologie véritablement capable d'accueillir au long terme une personne sourde qui serait dépendante de l'alcool, du cannabis. Voilà, les 3 grandes addictions qu'on connaît bien, nous, pour travailler dessus, c'est alcool, tabac et cannabis. On peut hélas parier que les plus jeunes, la génération davantage scolarisée en milieu inclusif, va s'intéresser également à d'autres produits. Dans la mesure où eux utilisent les écrans, voilà, ce sont des grands spécialistes de la circulation de la communication via les écrans. Il y a donc dans les UASS, ce sont des médecins généralistes. Et moi, je ne vais pas vous faire le tableau des connaissances des médecins généralistes qui sont plus que braves et plus qu'à l'œuvre dans le domaine du soin, mais qui ont souvent une connaissance de l'addiction, des addictions qui est réduite à peau de chagrin. Il n'y a aucune unité de psychiatrie en France capable d'accueillir un patient sourd. C'est quand même, c'est à mon sens tout à fait tragique dans la mesure où voilà, la psychiatrie a complètement sa place dans des comorbidités associées à des pratiques addictives. Voilà, la situation n'est pas gaie. On a réussi alors, le groupe Addiction Sourd a été souhaité par le ministère de la Santé. Il est soutenu par la MINDECA et toutes les questions administratives et financières sont pilotées par la CNAM. Il y a en France une seule unité d'addictologie qui accueille les sourds font ça. Ça veut dire de temps en temps. Voilà. Des personnes sourdes en addiction, c'est à Montpellier, c'est à la Colombière, donc en Occitanie, et on ne peut pas le faire en continu, on n'a pas assez de personnel, et donc on en est à 4 cures de 10 jours par an, avec des patients qui viennent de la France entière, et là c'est la CNAM qui prend en charge notamment tout ce qui a trait au déplacement. C'est bien de l'avoir fait, j'y participe et j'en suis très ému et très, très touché, mais c'est une poussière, voilà. D'autant que le programme du groupe Addiction Sourd s'arrête en 2023, on a eu un report grâce à la Covid, qui a quand même énormément freiné, comme pour tout le monde, hein, les rencontres. Donc la progression des travaux et des outils que nous avions à créer pour pouvoir vous les transmettre, et on est vraiment loin du compte. Alors on a une année de plus et après, après on ne sait pas. On ne sait pas ce qui sera pérennisé. On essaye à Montpellier d'avoir le médecin généraliste qui dirige l'UASS va partir à la retraite et d'avoir un jeune médecin qui s'intéresse à la question sourde et qui, par ailleurs, a fait son stage, un de ses stages en addictologie. On essaye de faire en sorte que peut-être ce soit lui qui prenne la direction de l'UASS, ce qui créerait un lien beaucoup plus solide. Mais encore faut-il que la direction de l'hôpital juge cette nomination pertinente et surtout qu'on lui fasse des conditions de travail qui lui donnent envie, voilà, d'être présent, de retrousser ses manches et d'être à la fois à cheval sur l'UASS et sur la dictologie. Voilà, la situation est une situation difficile. Je pense que si je vous demandais à vous les uns et les autres, est-ce que vous savez accueillir un patient sourd? Est-ce que vous avez déjà accueilli un patient sourd? Est-ce que vous savez repérer un patient sourd? Bien repérer, hein, repérer, c'est le repérer quand il arrive
Alors, pendant le confinement, ça a été épouvantable puisque les familles ne pouvaient pas accompagner le patient dans les services hospitaliers. Et Christine m'en a reparlé hier. On a eu 2 exemples parmi tant d'autres, mais ces 2-là m'ont paru très flagrants, je vais vous les citer. Donc, 2 exemples où voilà, on est, moi j'appelle ça de la maltraitance, je ne vois pas comment ça peut se nommer autrement. Un premier exemple qui est un patient que je connais bien, perpétuel rechuteur. C'est une personnalité difficile, mais qui arrive donc il y a 2 ans aux urgences, quasiment en coma éthylique, en tout cas extrêmement agité. Voilà, l'alcool est plus que présent et l'équipe d'urgence décide de le mettre en contention pied-main. Alors, admettons que pour le premier jour, pour la sécurité de l'équipe, ça a été cohérent. Le problème qui a suivi, c'est que sur les 2e et 3e jours, on ne lui a pas détaché les mains. Il a été donc qualifié d'extrêmement agité, comportement dangereux. C'est qu'il a surtout essayé de dire avec ses mains qui étaient attachées qu'il était sourd. C'est ça qu'il a essayé de dire. Mais comment vous faites pour signer quand vos mains sont attachées? Alors, inutile de vous dire que cette hospitalisation d'urgence, qui peut-être provisoirement lui a sauvé la peau, n'a non seulement pas abouti à des soins, mais que nous, quand on l'a récupéré, parce qu'on le connaît par nos réseaux sourds, et ça, c'est vraiment de la médecine de campagne, quoi. C'est du scotch et un bout de ficelle. Il n'était pas du tout prêt, y compris à Montpellier, où quand même la structure est une structure qui sait faire ça. Il n'était plus du tout prêt à intégrer une structure de soins plus pour 10 jours. Il était dans un état à la fois de colère et de méfiance phénoménal. Et comme il n'a évidemment pas arrêté de boire entre-temps, ça ne facilite pas du tout les choses. Le deuxième témoignage qu'on a eu, c'est une femme qui est plus dans la dépendance à un certain nombre de benzodiazépines. Elle est en permanence dans un état d'angoisse terrible, qui est hospitalisée. La famille donc ne peut pas venir. Et elle a été qualifiée hyper agitée, personnalité hystérique. Enfin, il y a eu des qualificatifs extrêmement violents. Et personne ne s'est jamais préoccupé du fait qu'elle n'entend pas du tout et qu'elle a essayé de s'exprimer en langue des signes, ce qu'on a qualifié d'agité. Et ça, plus elle essayait d'oraliser, donc elle n'a pas été rééduquée en orthophonie, elle produit des espèces de grognements, et le bilan a été là aussi tout à fait catastrophique. Alors, je pourrais vous en raconter d'autres, pas seulement dans les secteurs de l'addiction. On appelle ça entre nous la médecine vétérinaire, c'est-à-dire une médecine où le consentement du patient n'est évidemment jamais recueilli, c'est même pas une préoccupation. Voilà, et donc beaucoup moi j'appelle ça de la violence. Voilà. Alors, moi en tant que participante, en tant que patiente experte, et j'ai la chance à la fois d'être bilingue du point de vue linguistique, mais bilingue du point de vue de mes capacités auditives, puisque moi, normalement, je veux dire, je suis quelqu'un qui perd l'audition. C'est à la fois d'attirer votre attention sur cette situation et surtout qu'on puisse se dire, alors comment on fait? Voilà. Comment on peut être plus à l'écoute? Alors, en langue des signes, l'écoute, vous faites un C, c'est le C de communication, vous le posez sur l'œil. Parce que l'écoute des sourds, évidemment, c'est l'œil. Voilà. Comment on peut faire, nous, médecins addictologues, voire médecins généralistes, je m'en fiche complètement, comment on peut être plus attentif? Déjà, voilà, repérer quels sont les outils à développer, à mettre en place pour dire à une personne sourde qu'on est capable de l'accueillir et pas nécessairement en ayant fait 10 ans de langue des signes, mais qu'on a compris et qu'on sait
que avec cette personne, la communication va être différente et va supposer de votre part une attitude adaptée à la situation. Alors, c'est là-dessus que j'ai des documents et que je propose de vous les envoyer absolument à votre demande parce que tout ça est un petit peu long. Concrètement, à Montpellier, quelle est l'équipe qui accueille en service à dictologie les personnes sourdes? On a un médecin senior qui est Jean Dagron, mais qui a 70 ans. Vous avez compris que quand même, il est à la retraite. Évidemment, il fait partie de la réserve et il est reparti dans le tourbillon de la Covid, mais il souhaite évidemment passer le relais. On a des infirmières, tout le personnel infirmière, aide-soignante que nous avons formé à la langue des signes, mais je dirais une quarantaine de mots qui suffit largement. En revanche, on les a beaucoup formés à la culture sourde et aux modalités d'accueil et de partage de vie pendant 10 jours avec des personnes sourdes. Ça s'apprend. Inutile de vous dire qu'on n'interpelle pas un patient sourd de dos dans un couloir pour lui signaler que c'est l'heure des médicaments, puisque de toute façon, il n'entendra pas. Alors, c'est des choses extrêmement bêtes, mais savoir qu'il faut toujours être face à un patient sourd, voilà, ça peut ne pas le savoir, ne pas y penser, va immédiatement entraver et la communication et les soins les plus ordinaires. Donc, on a formé tout le personnel de l'unité d'addicto sur la cure de sevrage. On a une psychologue sourde qui travaille, Virginie, qui a créé SOS Surdus et qui travaille à Toulouse, qui vient, pas assez, mais elle est là. Et on a évidemment des interprètes qui sont là. Les interprètes sont présents à toutes les consultations. Ça, c'est la règle de base. Et nous, on a introduit un intervenant supplémentaire qui a fait ses preuves depuis 25 ans, c'est-à-dire un intermédiateur qui, au fond, est le cousin. C'est le cousin du patient expert. Moi, je suis patiente experte parce que j'ai un parcours d'addiction. Les intermédiateurs sont présents, ils sont sourds, ils sont souvent dans le domaine social où on fait des études d'infirmiers. Et ça, je peux vous dire qu'il faut un cran et un courage phénoménal pour traverser une culture qui est strictement orale et écrite pour y arriver, et ils le font. Et l'intermédiateur est là pour reprendre en langue des signes et donc dans la culture sourde tout ce que le médecin vient d'expliquer, l'interprète vient de traduire, pour que la personne puisse s'approprier ce qu'on est en train de lui proposer. Et l'intermédiateur, lui, il est là sur les 10 jours, je crois il me semble qu'il est là 7 jours. Donc il y a une personne sourde avec un métier bien spécifique qui est très aux côtés des patients sourds. Ça, voilà, c'est ce qui s'est construit au fil des pratiques avec les patients sourds. Moi, j'interviens comme patiente experte bilingue. J'ai quand même demandé par précaution d'avoir un ou une interprète à mes côtés. Il faut savoir aussi qu'il y a des sourds qui maîtrisent mal la langue des signes, parce que accéder à une langue, quelle qu'elle soit, c'est pouvoir faire librement un parcours de culture, et on en est loin, on en est encore très loin. Et que donc toutes les pré-consultations se font en langue des signes via Skype, et l'autre outil que nous utilisons, ce sont les SMS. Hein. Donc, soit on passe par la langue des signes, soit on passe par un écrit dont on peut juger qu'il est pauvre, mais dont les sources se sont emparées et qui fonctionne tout de même bien. Et moi, de mon côté, je fais une sorte de relais puisque j'ai créé une page qui s'appelle Alcool pour Espoir, qui est une page sur Facebook où les personnes s'expriment en langue des signes. Je réponds en langue des signes ou j'utilise des visuels. Voilà,
c'est à la fois, hein, donc pour l'accueil de la cure sourde, c'est quelque chose d'officiel, mais dont nous ignorons si ça sera pérennisé. Et surtout, c'est pauvre, hein, je veux dire, 4 fois par an. Tout le monde ici a compris qu'un patient en addiction, un patient alcoolique, c'est la pathologie que j'ai bien connue, on a tout à fait le temps de le perdre. Et quand je dis le perdre, c'est le perdre absolument quand il y aura seulement 4 fois 10 jours pour éventuellement accéder à une unité spécialisée. Donc voilà, la prise de risque pour ces patients-là, elle reste tout à fait majeure. Euh, Dominique, on va. voilà, donc 2023. Voilà. Donc, ce que je vous. Alors, je vais quand même vous donner mon signe en langue des signes. Alors, parce que je suis baptisée en langue des signes, donc je fais ça. Ça, ma main gauche, c'est la bouche, et dedans, c'est la langue. Voilà. Autrement dit, mon signe en langue des signes, c'est la bavarde. Et c'est très bien vu par les sourds. Voilà. Je m'arrête, mais vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions. Juste, dans 6 mois, dans 1 an, je m'en fiche. Mais c'est important de servir de relais. Voilà. On me pose la question justement des moyens de relais. Je vais les préciser. Bonjour, c'est Christine. Moi, je savais qu'elle serait bavarde. Du coup, je m'appelle Christine de Froment. Je suis intervenue en fait depuis 97 en fait à l'association AIDE, donc plus du côté de la réduction des risques, mais aussi beaucoup du côté du communautaire, c'est-à-dire de l'implication des personnes et l'importance d'écouter les personnes. Et je trouve que même si le témoignage de Dominique peut paraître micro, c'est-à-dire sur une part d'handicap, les sourds, sur une part d'addiction certaine, je trouve qu'il révèle beaucoup en fait les choses, parce que je pense qu'entre personnes concernées par les addictions et les professionnels de santé ou du social, parce que je suppose que vous êtes assez vaste, il peut y avoir beaucoup de problèmes de langage et de compréhension, parce que les cultures, les postures sont différentes. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant d'écouter Dominique sur cette question-là, parce que d'une part, effectivement, on en parle très peu, mais aussi, je pense qu'on peut des fois l'étendre à des incompréhensions qu'il peut y avoir et des vécus de violence de la part des personnes qu'il peut y avoir dans des prises en charge, parce que les personnes n'arrivent pas à se faire comprendre et entendre parce qu'il y a des préjugés. Et du coup, pour revenir à la question du jour, je pense que addiction et handicap, c'est quand même deux champs où il peut y avoir énormément de préjugés, et y compris les personnes elles-mêmes peuvent en avoir. C'est-à-dire que je pense que pour avoir finalement rencontré des usagers de drogue qui par ailleurs pouvaient être handicapés ou avec le VIH, donc avec le vécu d'une maladie forte, ou l'hépatite, ou d'autres co-problèmes, soit physiques, soit psychiques, qui justifiaient un statut d'handicapé. Et de l'autre, des personnes des fois uniquement VIH et qui du coup se reconnaissaient plus dans le champ du handicap et de la maladie. Je me suis aperçue qu'effectivement, souvent, les personnes choisissaient un camp, en fait. Comme beaucoup de situations où les gens sont stigmatisés, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre, alors que finalement, ils peuvent quelque part cumuler les étiquettes, mais déjà une, c'est pas mal à porter. Donc, du coup, parce que c'est quand même des étiquettes qui peuvent être très stigmatisante, très impliquante. Et du coup, on s'est dit, effectivement, dans la préparation de la journée, c'est que si des étiquettes sont stigmatisantes, ça ramène beaucoup de tabous. Donc, ce qui ramène beaucoup de tabous chez les personnes peuvent ramener beaucoup de tabous dans les équipes. Et du coup, comme moi, j'ai quand même fait partie des gens qui ont commencé la réduction des risques en 97, c'est-à-dire à un moment où toutes les consommations étaient plus que tabous, la question
de proposer des seringues ou de parler ouvertement de la consommation, on n'en était pas du tout à la situation d'aujourd'hui. Et je pense que le principal ressort, c'est quand même justement de redonner de la place et de l'importance. De toute façon, je le pense de manière générale, mais encore plus quand il y a ces ingrédients, à la personne concernée. Parce que sinon, ça ne va pas être évident pour elle de ne pas jouer un jeu de rôle, c'est-à-dire ce qu'on attend d'elle. Et du coup, effectivement, dans ces cas-là, on n'avance pas trop. Ni pour la personne n'avance pas. Et le médecin ou la personne qui accompagne, si elle est consciencieuse, a l'impression de tourner en rond ou d'avoir affaire à quelqu'un qui… Enfin voilà, il peut y avoir plein de scénarios que sûrement vous connaissez déjà. Et du coup, moi, je vous parle aussi parce que j'ai fait un mémoire qui s'appelle un master en fait sur quelle marge de manœuvre pour les consommateurs de drogue et plutôt de drogue dite dure et plutôt de drogue injectée, donc on va dire dans le champ le plus stigmatisé et le plus tabou de l'addiction. J'avais fait un mémoire qui s'appelle quelle marge de manœuvre pour les consommateurs de drogue et les consommatrices pour être acteurs de leur vie et de transformation sociale. Et dans ce mémoire, en fait, m'apparaît, alors du coup, je me dis, on n'a pas fait des choses n'importe comment complètement à aide, mais il y a des choses quand même à faire un peu mieux. C'est que effectivement, plus la personne ou plus sa pratique est stigmatisée, plus il va être important de permettre à la personne de ne pas se résumer à une pratique ou à une étiquette, parce que en fait, déjà, la personne, elle s'auto-met dans l'image qu'on lui donne, et et en plus, ben, les accompagnants, involontairement, ben, s'ils ont grandi avec la norme de la stigmatisation, et ben, ils le renforcent, même s'ils ne le veulent pas, parce que ben, y a une norme, un stigmate qui est plus fort. Donc ça, c'est Goffman qui l'a dit, et il l'a dit bien avant l'usage de drogue. Voilà, enfin, la réduction des risques, l'apparition de la réduction des risques. Et du coup, pour déjouer un peu ça, dans mon mémoire, j'apprends que ce qui va vraiment être important, c'est que effectivement donner ce qu'on appelait, nous, à aide de l'empowerment, c'est-à-dire de la puissance à la personne pour qu'elle puisse s'exprimer. Et ça peut se faire à la fois quand on parle. Moi, j'ai appris à peu près à parler bien. Dominique aussi, elle a à peu près appris à parler bien, même si je suis hésitante, même si je suis longue. Mais il y a plein de personnes pour qui ce n'est pas évident. Et du coup, l'art et toutes les fonctions artistiques peuvent être aussi une médiation parce que c'est valorisé, parce que c'est moins jugé, quelque chose qui soit écrit, peint, théâtralisé, et que ça permet à des pans de nous, mais ça pour tout le monde, qui ne sont pas conformes, de pouvoir s'exprimer. Et du coup, voilà, je le dis parce que du coup, moi, j'ai travaillé jusqu'au bout là-dedans parce que aujourd'hui, je fais partie d'une association qui s'appelle Au Féminin Pluriel et on a créé une expo qui s'appelle Se raconter sans se dévoiler et où on a mis en lumière un peu plus le parcours des femmes usagères de drogue à travers la photo et l'écriture. Mais il y aurait pu y avoir d'autres médias, mais justement pour se sentir plus libre de parler, être valorisé, parce que l'art, c'est quelque chose de valorisé, surtout quand, au final, ça donne quelque chose de beau. Et voilà, vous allez me dire, je m'écarte un peu du soin, mais en tout cas, moi, je pense que si on n'a pas de l'autre côté, c'est-à-dire parce que quand même, il y a beaucoup de choses qui sont d'un côté et de l'autre, ou dans un truc de miroir, ou comme je le disais tout à l'heure, je pense que des fois, on ne parle pas le même langage. Ce qui peut permettre d'avancer aussi, c'est la coopération. La coopération entre les personnes, parce que plus on est stigmatisé, plus à un moment donné, pour trouver du pouvoir, et ben, rencontrer d'autres personnes qui peuvent partager les mêmes expériences que nous, ça a fait que on se sent moins honteux, ridicule et qu'on peut du coup en parler plus facilement. Et puis la coopération avec, alors ça, du coup, la coopération avec les personnes censées aider. Et du coup, voilà, du coup, ce pan-là, mais ça, je pense que je ne vous apprends rien. Et
Et voilà pour l'essentiel des résultats de mon mémoire. Alors, ça ne paraît pas extraordinaire parce que pour quelqu'un qui a bossé à Aide, finalement, je me suis dit, bon, à la fois j'ai appris et rien appris, mais en même temps, c'était très important. Le troisième pan aussi, c'est que les personnes qui ont été aidées, pour elles, c'est hyper important de pouvoir aider d'autres personnes. Et du coup, là encore, il peut y avoir l'histoire de l'entraide, il peut y avoir des personnes pères aidants ou patients experts parce que ça va valoriser la personne. Et du coup, en plus, ça fait un schéma qui est plutôt bénéfique, c'est-à-dire la personne, elle n'est pas que dans la place du petit qui a reçu, elle peut redonner et en général, les personnes le souhaitent en plus. Donc, pas forcément rendre à la personne, mais redonner à d'autres. Donc, du coup, valoriser aussi ces champs-là. Et je me dis dans le handicap, parce que comme l'a dit Jean-Paul, c'est un secteur vaste, il me semble que c'est hyper important de mettre tous ces ingrédients. Et là, moi, je suis comme Dominique, je viens me porter, alors pas sur mes volontaires pour tout ce qui est accompagnement de projets de père aidants. Parce que pour moi, et d'empowerment ou de personnes relais, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel dans ces questions de prise en charge. Voilà. Et du coup, pour terminer, je dirais juste peut-être qu'on vous a soulevé, j'espère qu'on vous a apporté quelques réponses, mais c'était difficile de vous apporter plus parce que, comme l'a dit Jean-Paul et Dominique, c'est vraiment un champ trop vaste. Et trop peu étudié aussi parce que tabou, parce qu'il y a tellement d'handicaps et d'addictions différentes et de personnes différentes que c'est trop complexe. Et qu'en plus, dans les deux champs, c'est-à-dire que la part du handicap, on pourrait se demander quelle est chez chaque personne notre part de handicap, et c'est sûr que nous en avons. Et la vision est de dire que c'est plutôt une faiblesse dans le monde occidental, mais en fait, on pourrait imaginer que c'est un plus, parce que dans certains pays, Dominique, je ne te l'ai pas raconté ça, les personnes handicapées sont vues comme des gens extraordinaires, donc éventuellement avec des plus qu'on ne reconnaît pas, et ça, c'est certain pour moi. Et de la même manière, sur l'addiction, moi, pendant longtemps, je faisais des interventions auprès de professionnels en leur demandant de quoi il ne pourrait pas se passer. Et finalement, il y avait toujours des choses qu'il est difficile de se passer. Donc, on est des personnes dépendantes et addictes. Déjà, on dépend des uns des autres. Donc, voilà, du coup, en termes de philosophie, j'aime bien, c'est quand même des champs très, très larges. Voilà. Du coup, voilà, on va mettre nos coordonnées parce que j'ai vu qu'il y avait écrit. N'hésitez pas si vous avez des questions particulières. Alors, moi, je n'ai pas eu les questions du groupe, donc c'est un peu la limite aussi de… Je vais reprendre un peu la main là-dessus. Donc, du coup, il y a une demande si on peut avoir les mails des intervenants. Donc, si vous voulez bien les mettre sur le chat, comme ça, les gens pourront les avoir, hein, tout en sachant que ça va être diffusé après par le Facebook. Donc, voilà, toutes les personnes qui pourront, je ne sais pas s'ils ont accès au chat quand on le revisionne, mais bon. Donc, si vous voulez mettre vos mails, sinon, je pourrais les mettre. Ensuite, donc les questions, il y avait celles que vous avez pu voir. Auriez-vous des préconisations pour l'organisation d'actions de prévention pour ces publics? Donc ça, vous y avez un petit peu répondu. Bon, après, il y a un site, il y a Bernard Bertrand qui vous a mis l'adresse d'un site en Suisse qui manifestement a beaucoup travaillé sur cette problématique. Et donc, je vais vous relire un peu les questions qui étaient posées. Quel est le primum movens de leur addiction, le produit ou leur handicap? Pourriez-vous présenter quelques dispositifs exemplaires de prévention addicto? J'aimerais identifier les structures liées à la santé, dont addiction et handicap pour les référencer dans notre guide qui facilite l'orientation des publics. Et ça, c'était pour le déploiement de SoliGuide. Ensuite, sur quel point la prise en charge d'un patient addict est-elle différente d'un patient addict avec handicap? Quels des supports flyers donnés au public, est-ce qu'il y en a, des programmes probants, quel type d'intervention, quel format, quels outils sont les plus adaptés, faire connaissance et me présenter. Ça, on ne va pas avoir le temps de tous se présenter. Comment aborder cette thématique avec eux, moyens de médiation ou outils adaptés et quel format le mieux pour ce public? Y a-t-il des programmes?
Voilà, donc ça, c'était les questions qu'on avait eues avant. Donc, vous avez un certain nombre de réponses sur le chat. Et donc, voilà, bah, y a la personne qui voulait présenter ce guide. Je ne sais pas si vous le lisez. C'est une cartographie de l'action sociale interactive et dynamique de l'action sociale sur 25 départements en France. Nous sommes tous nous référençons notamment toutes les actions liées à la santé, dont handicap, addiction, afin de donner de la visibilité à l'existant. Et donc, il y a un numéro de téléphone pour cette association. Et puis donc, Philippe Regard, le handicap représente une vraie discrimination, également l'addiction. Pour la surdité, je ne connais pas le langue des signes, mais les sourds et malentendants savent, eux, s'adapter. J'ai eu la présidente de l'association des sourds et malentendants du Vaucluse. Le contact a toujours été vrai, reste le problème des préjugés et des stigmatisations. Alors, je ne sais pas si Dominique, Christine ou Jean-Paul veulent répondre ou… Oui, moi je veux bien, je veux bien parler. Bon, sur 1 heure, il est évident que on va pas résoudre le problème de handicap et addiction. Mais pour le parcours que j'ai pu avoir par rapport à cette problématique, je crois que vraiment le rapport avec le patient, c'est le rapport individuel, c'est l'entretien singulier. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qui est intéressant, d'abord en prévention, par exemple, j'ai découvert moi, plein d'outils qui existent, hein, surtout quand il y a des troubles psy ou des handicaps cérébraux. Hein. Donc, il y a plein de prévention faites sur des pictogrammes différents. Bon, ça c'est une chose. Mais moi, le message que je retiens, c'est surtout la collaboration entre le milieu d'accompagnants addictos et le milieu d'accompagnants handicap. Parce que le rapport avec le patient, bien entendu, quand on entend Dominique, c'est toujours passionnant. Voyons, faisons gaffe, mais à la limite, c'est un rapport soignant-handicap, quoi. C'est pas spécifique à l'addicto. C'est même un savoir-être sociétal, quoi. Hein, c'est-à-dire que parler dans le dos d'un sourd, ça se fait au supermarché aussi, et on n'y est pas encore arrivé. Non. Par contre, la détresse des accompagnants qui ne comprennent pas vraiment comment ils peuvent gérer ce handicap surtout des jeunes qu'ils accompagnent. Moi, je le vois en travaillant avec les ESAT, c'est passionnant. Hein, c'est passionnant. Je pense que ça passe vraiment par la compréhension des mécanismes, savoir ce que c'est l'addiction, parce que il n'y a pas de spécificité. Hein. Le produit s'impose comme un objet essentiel dans l'environnement de l'usager, qu'il soit handicapé ou non. Le gros problème, c'est qu'il va subir les doubles stigmates de un peu la société, un peu du soignant et de l'accompagnant qui lui dit ah non, mais ça, c'est pas pour toi, quoi. T'as déjà j'ai assez de peine à t'accompagner avec ton handicap, si en plus tu m'y fous des produits, voilà. Or, c'est à partir de là, quoi. C'est à partir de là qu'il nous faut rembobiner les choses et dire attends, voilà, déjà, reprenons la chose. Donc, formation et dialogue et échange avec les éducateurs qui sont avides de clés pour comprendre. Hein. Et d'ailleurs, ils nous en enseignent pas mal, d'ailleurs, parce qu'on voit les compétences intrinsèques, on en parle souvent, hein, de renforcer les compétences intrinsèques dans la relation et dans l'accompagnement addicto, mais on s'aperçoit qu'elles sont immenses. Mais, encore une fois, un peu méconnues et sous-estimées parce que nous aussi, on est face à ces représentations. Dominique? Oui, je souhaitais ajouter quelque chose d'important. Il va de soi que mon intervention n'a pas pour but de vous dire vous êtes des méchants médecins, des méchants citoyens, incapables d'imaginer la situation des personnes sourdes. C'est pas du tout mon objectif. Mon bâton de pèlerin, c'est de rappeler
que les personnes sourdes sont là, qu'elles ont leur langue, qui est majoritairement la langue des signes, qu'il y a effectivement dans ces personnes des personnes qui sont en situation d'addiction et que voilà, il faut en garder l'esprit ouvert, aller se former, se poser les bonnes questions. Moi, je suis souvent confrontée. Voilà, la phrase que j'entends le plus souvent lorsque j'interviens là-dessus, c'est de toute façon, on n'a pas de patient sourd. Je ne veux pas entendre par là, autrement dit, on s'en fiche. J'aimerais bien être sûr que ça signifie on n'a pas de patients sourds parce que les sourds savent qu'on ne saura pas les accueillir. Et c'est à 99% le cas. Hein, les patients sourds cherchent systématiquement un médecin signeur, cherchent un accompagnateur, interprète qui va signer. Et parfois, et c'est très dommageable, c'est quelqu'un de la famille. Vous imaginez ce que c'est qu'une consultation avec un patient sourd présentant soit un trouble de l'addiction ou toute pathologie, et c'est son frère, sa sœur, sa mère, son fils. Souvent, ce sont les enfants, le fameux coda, les enfants entendant le parent sourd, qui font les interprètes. Il y a quelque chose là qui est totalement un déni absolu de l'intimité de la personne par rapport à sa situation. Voilà. Donc moi, c'est de vous dire, n'oubliez pas et adressez-vous aux personnes qui sont déjà, voilà, qui sont impliquées dans ce type de programme, dans ces questionnements, ces approches. Posez-nous des questions et construisons ensemble ce qui, pour l'instant, voilà. Et bon. Et là, mais pas suffisamment, n'ignorons pas cette situation, parce que là, c'est à la fois affaire de santé, mais de citoyenneté. Si je devais être stupide dans mes propos, je vous rappellerais que les 300 000 personnes dont je vous ai parlé, et les 5 000 personnes en situation d'addiction sont françaises. C'est-à-dire que nous ne savons pas accueillir, nous ne savons pas accompagner des personnes qui appartiennent à notre belle patrie. C'est absurde de dire les choses comme ça. C'est provocateur de ma part. J'ai besoin de le dire parce que c'est quand même ça. Aujourd'hui, sur Montpellier, nous avons l'accueil des sourds ukrainiens. Nous avons des sourds russes aussi qui arrivent. Et non, je le dis tout de suite aussi, la langue des signes n'est pas universelle. Chaque pays a sa langue des signes. Parce qu'une langue, ça se fonde sur la culture et que la langue des signes ne se contente pas de décrire ce qu'on a sous les yeux. Ce sont de vraies langues, des langues magnifiques, mais pour lesquelles il faut quand même pas mal d'années d'usage, notamment pour comprendre celui qui est en face de nous. Voilà, je tenais à le préciser parce que parfois, je peux paraître un peu rude lorsque j'interviens. Non, je ne vous dis pas que vous êtes ignorant. Je vous demande juste d'ouvrir les yeux, de vous poser des questions que vous ne vous posez peut-être pas maintenant. Il y a des personnes relais, 25 unités sourdes, ça veut dire des médecins auxquels on peut s'adresser, qui côtoient la surdité au quotidien dans leur métier et qui sont prêts à soutenir, à former, informer. Et c'est voilà, c'est fort. Et je voulais juste vous dire en terminant que à ne pas savoir accueillir les personnes sourdes, la médecine se prive d'un outil extraordinaire qui est le corps. Les sourds, dans la vie sourde, le corps est formidablement parlant, formidablement présent. Et que moi, j'ai vu des médecins progressivement s'intéresser un peu plus à la question sourde et savoir mieux faire un certain nombre de choses grâce aux patients sourds qu'ils avaient reçus. Voilà, ne pas oublier ce corps qui s'exprime, cette capacité qu'ont les sourds de toucher, de montrer. De toute façon, je pense que personne n'avait mal pris votre intervention, ni je l'ai pris dans la figure, parce que franchement, c'était tout à fait parlant et soft. Et
et en même temps parler à des gens qui ont fait de la dictologie depuis 30 ans, de rentrer un peu dans l'art dans l'art de ce qui se passe. Je veux dire, on est tout à fait à l'écoute de ça et on comprend bien tout ça. Moi, dans ma pratique, j'ai un certain nombre effectivement de patients. J'en ai une qui est séropositive, qui était alcoolique et qui du coup effectivement avait une difficulté à ouvrir des portes. Et du coup, comme j'arrivais plus à lui parler, je me suis laissé pousser la barbe, comme ça, elle voit même plus sur mes lèvres ce qui se passe. Malheureusement, mais bon, on communique différemment. Du coup, il y a l'ordinateur aussi qui permet de gérer. Enfin, on trouve quand on a le temps, mais c'est vrai que c'est du coup des consultations qui durent beaucoup plus longtemps, mais qui sont en même temps d'un enrichissement. Et comme on a appris en addictologie beaucoup de tous les usagers, eh ben, on apprend effectivement, mais de tous les patients et de tous les autres usagers, plein de choses. Le tout, c'est effectivement de bien vouloir être à l'écoute, à mon avis. Voilà, et de ne pas avoir peur. Peur de faire différemment. Ouais. Bon, eh bien, on va vous remercier. Je crois qu'il n'y a plus de questions qui viennent. Donc, on a toutes vos adresses. Je pense que les gens vont pouvoir vous solliciter s'il y en a besoin. Mais en tout cas, je pense que ça a ouvert des portes et des visions à plein de monde. Et je pense que c'est un peu l'utilité de ce genre de rencontre. Voilà. Je voulais juste prendre 30 secondes si ça ne vous ennuie pas. C'est vraiment de quand même faire la démarche auprès de Dominique, à mon avis, d'avoir le matériel. Parce que je sais que nous, le matériel sourd, comme c'est beaucoup de pictogrammes, en fait, il y a d'autres personnes à qui ça parle, en fait. D'autres personnes qui ont du mal avec la langue française, ou même parce qu'on ne met pas derrière les mêmes choses. Et finalement, je pense que c'est pour de vrai que je dis que vraiment de partir de la micro-sourd, j'avais pas pensé à l'histoire du corps, mais beaucoup de langage qu'on s'est enlevé et c'est hyper important. Et du coup, ne pas se dire le matériel sourd, il est pour les sourds. Non, au contraire, on peut l'utiliser autrement. Et il est des fois beaucoup plus parlant que celui écrit avec des mots, pour beaucoup de gens. Ouais. Bon, on va se quitter tristement. Et merci. Merci de cette expérience. Merci à vous trois. Et donc, on se retrouvera pour le prochain Reza de Café. Je n'ai pas préparé, je ne sais pas de quoi on va parler, je ne sais pas quand est-ce que c'est. Mais c'est le mois prochain et ça va sûrement être très intéressant. De toute façon, vous serez prévenus et puis vous pouvez aller sur le site d'Arca pour avoir tous les renseignements. Merci à tous et à très bientôt. Merci. On n'aurait pas dit mieux, Dominique. Je viens de vous dire bonne journée. Au revoir, merci. Merci, au revoir à tout le monde. Au revoir.